bonjour tout le monde. Bien, on va pouvoir attaquer la deuxième table ronde. Cette table ronde aura pour sujet, dans l'environnement très complexe, et en particulier de TOBA que nous avons aujourd'hui, comment faire une allocation d'actifs qui soit intelligente. Je voulais commencer cette table ronde par un certain nombre de citations, parce que, comme vous l'a dit Jean-François tout à l'heure, on fait tous les ans un sondage auprès des CGP, et dans ce sondage, on a, à part les réponses aux questions, on a aussi des commentaires. Et donc, j'ai fait un petit verbatim de ce que pouvaient nous dire les CGP aujourd'hui. Et donc, voilà, j'ai pris 2-3 citations qui me paraissaient intéressantes, et pour montrer un peu la situation dans laquelle nous sommes. Donc, par exemple, ce premier CGP qui dit « Retraite, TOBA, fiscalité, transmission. Mes clients se posent beaucoup de questions et en réalité, c'est une source d'opportunité pour moi. » Cet autre CGP qui nous dit « Les politiques souhaitent d'un côté dynamiser l'épargne, mais de l'autre, les contraintes réglementaires vont dans le sens inverse. Vous êtes en voiture et vous voulez accélérer tout en enclenchant le frein à main. » Et puis une dernière citation, tant que les banques centrales sont à la manœuvre, je n'ai pas d'inquiétude particulière. Alors voilà, nous on a une table ronde avec, on a la chance d'avoir des personnes d'un très bon niveau, que je remercie vraiment d'être là aujourd'hui. Donc à ma gauche, Olivier Mareuse, qui est directeur des gestions d'actifs à la Caisse des dépôts, et qui à ce titre gère la bagatelle de 300 milliards, si je ne m'abuse. La vision des enjeux macro et de l'allocation qui en découlent sont donc évidemment très pertinents pour nous, et on pourra en discuter un peu plus en détail. Corinne Calandini, qui est directrice du Wealth Management et de la Banque Patrimoniale chez AXA, qui est une femme engagée, que nous connaissons depuis longtemps. Je pense qu'on s'apprécie beaucoup depuis toutes ces années, et c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Jean-Luc Delsol aussi, qui est un grand monsieur, un grand CGP, qui a fondé la Financière du Capitole, qui est par ailleurs vice-président de la Chambre CNCGP, donc la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. Et puis Alain Pitou, qui est donc directeur de la gestion et de la finance durable chez OFIAM, mais qui a aussi été pendant de nombreuses années chez Amundi et chez Talence, et un certain nombre de, voilà, qui est un grand gérant d'actifs. Voilà, donc sur ce thème, la première question, c'était un peu d'avoir votre avis, faire un premier constat sur la situation. On a d'un côté des taux très bas, voire négatifs, qui induisent par exemple la disparition du sport en euros, annoncée ou pas. On a d'un autre côté des clients qui sont excessivement averses au risque et très prudents. On a la nécessité de financer l'économie réelle, de financer la transition énergétique. On a l'eau Pacte. Donc il y a aussi beaucoup d'éléments, on l'a vu tout à l'heure dans la table ronde avec Vincent, pour la transition énergétique, mais aussi plus généralement plus d'éthique dans la finance et dans le financement et de l'économie. Donc voilà, je voulais avoir un peu votre avis sur comment vous ressentez les choses et les impacts que ça a sur vos métiers et sur vos manières de procéder. Olivier ? Je crois que c'est pas mal d'évoquer quelques paradoxes ou contradictions qui caractérisent la situation actuelle. On a des taux qui n'ont jamais été aussi bas, et on ne peut pas dire que ça conduise globalement les épargnants à une prise de risque accrue. Si on regarde sur les 3 dernières années, le placement qui a le plus progressé, ce sont les dépôts à vue dans les banques, qui sont passés de 420 milliards fin 2017 à près de 500 milliards fin 2019. Donc c'est là qu'il y a eu la plus grande accumulation d'actifs depuis 3 ans, c'est-à-dire dans ce qu'on peut appeler un non-placement en quelque sorte. Donc on voit bien là les effets d'attentisme, de pessimisme, je ne sais pas comment il faut qualifier, mais en tout cas d'aversion pour le risque. Également une croissance assez soutenue, mais beaucoup moins forte des livrets, notamment des livrets que nous gérons. Une croissance qui est à peu près la moitié de celle que j'évoquais pour les dépôts à vue. Et puis dans l'assurance vie, on a vu en 2019 l'euro reprendre paradoxalement du terrain par rapport aux unités de compte, bon, avec un peu la loi de réaction classique après la baisse des marchés de fin 2018, aversion pour le risque accru et des souscriptions davantage en euros.
Donc un comportement finalement très averse au risque, effectivement, des épargnants. Alors on peut se dire qu'il y a un effet de latence, et que la prise en compte des taux d'intérêt très bas prend du temps et que petit à petit les épargnants vont aller vers plus de risques. On peut se dire aussi peut-être que la politique monétaire n'a pas tout à fait les effets qu'elle cherche à avoir et qu'elle ne soutient pas autant que ça la prise de risque et l'investissement risqué. Donc paradoxe du côté des épargnants, et puis paradoxe aussi pour les investisseurs institutionnels dont nous sommes, puisque le niveau très bas des taux a des effets très favorables à court terme. Il revalorise effectivement tous les actifs risqués, actions, immobilier, infrastructures, et donc il crée des niveaux de plus-value latente exceptionnellement élevés, donc une richesse du bilan. Et le niveau des taux n'a pas d'impact immédiat très fort sur le rendement des portefeuilles obligataires. Il y a des effets de stock et d'inertie qui sont très puissants. Donc nous, par exemple, on a un taux de rendement des obligations à taux fixe qui est encore supérieur à 2% et qui se dégrade très progressivement. Donc à court terme, des effets finalement plutôt apparemment très positifs, et puis à long terme, des effets très très préoccupants, par contre, pour tous les bilans institutionnels, puisque évidemment tous ces bilans sont basés sur le réemploi de ressources de dépôt qui ont un coût de rémunération de l'épargnant, un coût de collecte, et ce coût aujourd'hui n'est pas du tout compensé par le niveau actuel des taux d'intérêt. Donc une espèce de double paradoxe. Merci. Corinne. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là parce que non seulement nous nous connaissons depuis longtemps, mais en plus l'endroit est magnifique. Alors évidemment, le constat, étant donné que je suis le seul assureur sur la estrade, je vais vous parler du fonds euro. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est effectivement une situation inédite. Nous sommes passés il y a quelque temps dans cet univers qui n'a pas duré très longtemps non plus de taux négatifs, mais qui a clairement mobilisé toute la place. Et il y a eu des grandes prises de parole, et puis vous avez eu beaucoup d'articles qui parfois ont fait plus peur que la réalité concrète de ce qu'on vit. Donc en fait, moi, j'avais envie de vous dire qu'aujourd'hui, on est également, ce que vous dites, face à une contradiction totale. C'est-à-dire qu'en fait, on a plus de 80% des encours de l'assurance vie qui sont investis sur du fonds euro, sur une duration moyenne, enfin une durée moyenne d'investissement de 18 ans pour les porteurs, et que donc, avec le taux qu'on connaît aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir rester dans cette situation et que ce sera certainement un mauvais conseil de continuer à pousser nos clients, nos épargnants vers ce support. Maintenant, j'insiste, ce support, il doit continuer à exister, différemment de la façon dont il a existé, parce que effectivement le spread du taux du fonds euro versus un livret était difficilement soutenable, mais presque difficilement soutenable par rapport au spread de l'equity et des actions. Donc le fait que les rendements baissent, c'est une bonne chose pour tout le monde, et on comprend maintenant qu'il va y avoir une prime à la sécurité que les clients devront payer pour avoir un support garanti, mais ce support doit continuer à exister pour nos épargnants. Et donc du coup, les assureurs ont une obligation de protéger ce support, et tout ce que nous avons fait depuis quelques mois, c'est pour protéger ce support et non pas pour le supprimer. Voilà. Simplement, les conditions d'accès doivent changer, et on doit réserver ce support à quelque chose de cohérent avec l'objectif du client. Et puis après, on a une autre contradiction en France aussi, c'est qu'on voit bien aujourd'hui, vous avez eu des difficultés à venir, moi aussi, on voit bien qu'il y a un sujet sur les retraites, il faut trouver du rendement pour nos clients, et là, quand on regarde ce que veut faire la loi Pacte, à savoir flécher l'épargne des Français vers l'économie réelle, on se rend compte à quel point notre profession, alors je vais parler de mission, mais c'est pas un mot utilisé au hasard. On a, je pense, aujourd'hui une vraie obligation de pédagogie auprès de nos clients pour les amener à investir dans l'économie réelle. Pour eux, pour leur retraite, pour aller chercher du rendement à long terme, ça c'est le premier conseil. Et puis pour nous, en termes d'économie, parce qu'aujourd'hui le paysage français, il est constitué de 99% de TPE-PME, qui sont 5 fois moins solides que les PME allemandes, qu'elles ne créent pas d'emplois, pas suffisamment d'emplois parce qu'elles ne grandissent pas assez. Et donc toute la loi Pacte, elle a été créée autour de ça, pour aider ces PME à trouver du financement. Et ce financement, il passe par l'orientation de l'épargne des Français vers cette économie. Et donc ça, moi aujourd'hui, c'est mon sujet, tu disais engagé. Nous avons référencé du private equity au sein de nos contrats. Nous continuons à éduquer nos conseillers et nos clients
à prendre du risque, parce que c'est le vrai sujet des années à venir. Merci. Jean-Luc? Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour essayer d'apporter un peu une voix différente, je voudrais rebondir sur certains éléments qui ont été évoqués. Premièrement, la notion de risque. Moi, je dirais que nos clients ne sont absolument pas averses au risque. Je dirais que nos clients sont averses au risque qu'ils ne comprennent pas. Et ça, c'est quelque chose qui est important en termes de différence. Aujourd'hui, j'avais lu une étude il y a quelque temps qui provenait d'un grand gestionnaire anglo-saxon qui disait en 1960, une action cotée était conservée en général pendant 8 ans. Aujourd'hui, une action cotée est conservée quelques secondes. Ça veut dire que le risque que le client ne comprend pas est le risque irrationnel du marché coté, ce risque qui fait monter ou descendre une action non pas en fonction de sa valeur, non pas en fonction de ses dirigeants, de ses équipes et des salariés, de faire progresser la valeur, mais qui fait varier un titre sur le besoin de liquidité. Et ça, clairement, nos clients, personnes physiques qui ont plutôt des horizons de gestion assez longs, ce risque lié à un besoin de liquidité des fonds spéculatifs, mais oui, ils ne souhaitent pas l'assumer et c'est normal qu'ils ne souhaitent pas l'assumer parce que ce n'est pas le leur. Et entre guillemets, moi je rêverais d'un marché où il y aurait une cotation tous les 6 mois. Ça suffirait largement pour garantir la liquidité d'un investisseur action. Je pense que ce n'est pas déraisonnable de dire qu'il y a 2 cotations par an et vous pouvez avoir la liquidité de vos actions 2 fois par an. Ça suffirait largement et on réglerait un bon problème de la notion de risque non acceptable par nos clients. Deuxième élément qui a été abordé, c'est un élément, tu en as parlé Jean-Paul, qui est la partie réglementaire. Clairement, cette partie réglementaire nous embête aujourd'hui dans la construction de nos allocations d'actifs et dans la construction de la diversification de ces allocations d'actifs. Je n'ai absolument dit qu'il ne fallait pas respecter le réglementaire. Le réglementaire est là, il y a des pouvoirs publics qui l'émettent et il faut travailler avec. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voyez, et vous êtes pour la plupart dans la gestion, l'ensemble des fichiers EMT et l'ensemble des informations qu'il faut pouvoir donner à nos clients à partir de ces fichiers EMT sur les notions de clientèle cible, sur les notions de connaissance client, sur les notions de transparence des frais, construire un portefeuille d'une dizaine de supports différents, ça prend globalement une journée de travail. Une journée de travail par client, nous ne pouvons pas nous permettre de le réaliser. Donc, on est aujourd'hui dans une aberration où cette partie réglementaire est omniprésente et est en train de nous bloquer dans la construction des allocations d'actifs de nos clients. Donc, il y a un vrai travail de concertation à avoir entre nous, professionnels, et les régulateurs pour arriver à trouver le chemin qui va permettre de concilier le réglementaire et le vrai conseil au niveau du client et que ce soit quelque chose qui soit réellement opérationnel et pas quelque chose qui soit uniquement écrit sur un papier et difficilement applicable en termes de stratégie. Troisième aspect que je voulais reprendre, c'est la notion du fonds euro que Corinne vient d'évoquer. On était ce matin ensemble et on travaillait avec plusieurs compagnies d'assurance sur quelles sont les solutions pour conserver le fonds en euros, parce que c'était aujourd'hui on en est à peu près à ce niveau-là, c'est de dire le fonds euro était une exception française, on est le seul pays à pouvoir bénéficier de ce support de gestion. Cette exception était un vrai plus pour nous dans nos allocations d'actifs. Les marchés ont évolué. Le fonds euro doit évoluer, mais doit toujours exister. Donc, il faut qu'on trouve entre nous, conseillers, distributeurs et les producteurs et les gestionnaires, le chemin qui va permettre d'assurer la viabilité et la continuité de ce fonds euro dans nos allocations d'actifs. Merci. Alain ? Alors, bonjour d'abord pour commencer. La première chose que je dirais, moi, ça fait un moment que je traîne sur les marchés. Et 2019, pour moi, c'est vraiment une année assez intéressante. C'est une année de prise de conscience
des investisseurs, ça fait un moment, mais ça devient vraiment matériel. Et côté investisseurs privés, c'est cette approche, cette problématique autour du climat, donc, qui devient vraiment quelque chose de très prégnant. C'est-à-dire que vraiment, on voit que c'est vraiment une prise de conscience très forte. Donc ça explique peut-être aussi cette approche risque, la problématique de confiance, parce qu'on a du mal à mesurer ce qui peut se passer. On est abreuvé d'informations très négatives. Bon, ça ne donne pas très envie d'aller acheter des actions aujourd'hui, quoi. Donc il y a, je pense, quelque part dans l'esprit des investisseurs privés, cette problématique d'appréhension. Donc c'est quelque chose qu'on a constaté nous aussi. Et puis quand on l'analyse, on voit effectivement qu'il y a cette prise de conscience qui arrive aujourd'hui sur les marchés pour les investisseurs. Alors comment ça se traduit? La première chose, c'est que, et on le voit, c'est venu du monde de l'assurance, hein, c'est quelque chose qui vient de ce monde-là parce que eux étaient confrontés à des problématiques physiques dures. Donc on commençait à mesurer ça, on commençait à voir que les aléas climatiques qui leur coûtaient 100 et qui étaient contingentés en quelques mois leur coûtaient plutôt 200-300 et traînaient sur plutôt 18 mois. Donc eux ont pris conscience de cette problématique-là financièrement dans leurs calculs et dans leur approche financière pour leurs réserves, comment ils allaient investir plus tard. Et puis ça a commencé à aller sur tous les autres types d'investisseurs, qu'ils soient plus ou moins actifs, plus ou moins gros et plus ou moins investis sur le plan diversifié mondial. Donc pour moi, c'est vraiment l'année 2019 est vraiment un marqueur très fort de cette prise de conscience où on commence à se dire faisons des mesures. Donc il y a un champ de possibles énorme qui est arrivé parce qu'on peut le prendre par plein d'aspects. On peut le prendre par l'aspect risque, on peut le prendre par l'aspect opportunité parce qu'il va se passer des choses demain dans le monde de la finance, donc qui va devoir orienter tous les actifs, parce qu'on évoquait le contrat en euros. Aujourd'hui, je pense que la lecture des actifs va changer, c'est-à-dire qu'en fait, deux obligations, avant on les regardait en risque de crédit, et puis on va rajouter un paramètre qui va être la problématique climatique sur cette entreprise-là, sur cet émetteur-là. Donc tout change, la diversification va également devoir changer, donc on se retrouve avec des problématiques très fortes, donc déjà de prise de conscience, après les mesures, et puis après le premier réflexe rationnel, c'est de se dire coupons les risques extrêmes. C'est-à-dire qu'on le voit, tous les investisseurs ont commencé à prendre en compte un certain nombre d'éléments. On peut prendre, c'est un peu caricatural, mais ça devient matériel, c'est tout ce qui se passe autour du charbon. Donc ça a commencé, quelques investisseurs ont exclu les entreprises liées au charbon. Et puis ça a commencé à gagner beaucoup d'investisseurs qui se rendent compte que ça peut être un risque majeur pour le climat. Et puis après, on regarde comment évoluent les entreprises concernées. Et toutes les entreprises concernées depuis 2 ans ont perdu entre 60 et 80% en bourse. Donc quand on est investisseur et puis quand on a du pétrole en portefeuille pour suivre les indices, on se dit tiens, il y a peut-être un problème demain dans mes investissements. Et là, je reprends les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure, qui sont intéressants, et qu'il faut bien avoir en tête. C'est un investisseur, aujourd'hui un investisseur particulier, il investit dans un contrat en euros, dans un investissement, dans un placement de retraite pour quelque chose qui est entre 15 et 20 ans. Donc la problématique climatique, elle devient vraiment extrêmement importante à évaluer. Donc tout ce phénomène-là est en train de couver, on va dire, et on commence à mesurer les choses. Donc je prends l'exemple du charbon, hein. Vous regardez les cours de bourse des entreprises liées au charbon. Alors je ne parle pas de ce qui se passe en Chine ou en Russie, qui sont des phénomènes un peu différents sur le plan boursier, on va dire. Mais on commence à regarder également ce qui se passe sur le pétrole de schiste, qui commence également à être sorti des investissements. Vous regardez ce qui se passe sur le tabac. Beaucoup d'entreprises liées au tabac, et les assureurs ont un problème avec ça. C'est-à-dire qu'on voit tous nos mandats aujourd'hui commencent à nous dire d'exclure un certain nombre de secteurs de ce type-là. Vous n'avez pas gagné en bourse, vous n'avez pas gagné d'argent en bourse depuis 2002 quand vous avez investi sur le secteur du tabac. Donc, aujourd'hui, ils n'ont pas encore perdu, mais c'est déjà une décompression par rapport à des valorisations qui étaient assez fortes il y a quelques années. Donc tout ça, on commence à en prendre conscience, on commence à voir des chiffres. Il y avait un article dans un journal américain hier qui disait, grosso modo en 2019, pour des aspects extra-financiers, les marchés financiers ont perdu 500 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on prend des exemples à la file et on voit ce que ça peut coûter. Alors ça, c'est la vision très négative des choses. Nous, on essaie de se projeter sur quelque chose de plus positif parce qu'on se dit, tout cet argent qui aujourd'hui est investi de manière, des années 2000, qu'on va dire, voilà, des allocations d'actifs, on raisonnait d'une certaine manière, on commence à se dire qu'il va y avoir un gros changement, et si on se projette en 2050,
Donc là où on va devoir arriver à des objectifs climatiques très tangibles, qui vont devoir être très, très forts, on va devoir aussi gérer la transition, c'est-à-dire que le transport, le logement, la santé, la consommation, ces 4 secteurs-là, si on prend que cela, les autres vont changer aussi, il y aura des gagnants, des perdants. Donc tout l'enjeu va être là. Et on commence à se rendre compte de ça. Je pense qu'on pourra dire qu'on a vécu l'année 2019, c'est un gros marqueur de changement. Alors après, il faut faire attention. Hein. Les aiguillages ne peuvent pas nécessairement vous amener au bon endroit, mais en tout cas, on est sur une période très forte en termes de changement pour les années qui viennent. Et je finis là, sur cette phrase-là en disant, sur la problématique climatique, on entre dans la décennie qui va tout changer. C'est-à-dire que soit on commence à inverser la trajectoire qui nous mène quand même à quelque chose qui n'est pas terrible, et que je préfère pas imaginer aujourd'hui, soit on commence à vraiment faire des choses qui auront traduit aussi le fait que les investisseurs auront mis l'argent au bon endroit. C'est-à-dire qu'en fait, qu'ils commenceront à aller vers une transition tolérable, sachant que, et c'est quand même un point qu'il faut bien avoir en tête, les impacts du changement climatique sont déjà là, c'est-à-dire que ça c'est avant tout changement de trajectoire. Donc voilà, c'est l'année 2019, c'est comme ça que je la qualifierais. Puis en plus elle a été très bonne sur le plan boursier, bon, ça c'est anecdotique on va dire. Merci Alain. On reviendra un peu sur ces aspects, mais je trouve intéressant le fait que les critères extra-financiers finissent par avoir des impacts sur les critères purement financiers, si c'est ça le compte-rendu de votre intervention. Olivier, par rapport à ce qu'on a dit juste auparavant, aujourd'hui, du fait de cette aversion au risque, du fait de ces taux très bas, ça a des conséquences. Alors je sais que vous avez des investissements tellement importants qu'il suffit de bouger de quelques points l'allocation d'actifs pour que ça ait des impacts importants. Vous avez pris des décisions par rapport à ça? Ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de taux actuels, nous, on n'est pas investisseurs en obligations longues à taux fixe, clairement. On peut faire ça quand on a une optique très valeur de marché, parce qu'on peut se dire peut-être qu'il y aura à nouveau des baisses de taux ou des ultimes ajustements de la politique monétaire qui augmenteront la valeur de marché d'obligations longues. Ça, c'est une optique. Hein. Mais quand on est dans une optique de portage à long terme, on voit franchement pas beaucoup d'intérêt à renforcer les portefeuilles d'obligations longues à taux fixe. On pense vraiment que les marchés actions, quels que soient les risques de volatilité, on est quand même dans un cycle de croissance qui dure depuis bientôt 10 ans, même s'il n'est pas particulièrement vigoureux, ce qui peut expliquer sa longueur, mais enfin on est quand même probablement plus près de la fin de cycle que d'autres choses. Malgré tout, les actions restent dans des zones de valorisation normales. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas chères, mais elles restent dans des ranges de valorisation qu'on a connus dans le passé et qui correspondent à des critères de valorisation qui peuvent répondre à une certaine rationalité. Alors que sur l'obligataire, on est clairement dans des marchés qui sont très administrés sur les taux longs et qui sont des points extrêmes. Donc nous, on a une importante allocation en actions qui est de l'ordre de 25% sur nos portefeuilles de placement. Je dis importante par comparaison avec beaucoup d'investisseurs institutionnels français, compte tenu du corps de réglementation prudentielle, comptable que nous avons les uns et les autres. C'est une allocation action relativement élevée. Pourquoi ça? Parce qu'on pense que c'est là que sont les sources de revenus aujourd'hui. Sur les actions européennes, on a des rendements de dividendes entre 3 et 3,5%. Et donc, c'est là qu'on peut faire les revenus d'un portefeuille et non plus dans l'obligataire, en tout cas souverain. Bon, on a fait pas mal de crédits également en 2019, surtout dans la première partie de l'année. Et puis, on a tendance à renforcer, mais là, graduellement, très progressivement, mais constamment, les classes d'actifs dites alternatives au sens large, hein, immobilier, infrastructure, private equity et dette privée. Donc voilà les grands axes de notre politique actuelle. Très bien, merci. Corinne, tu nous disais qu'il y avait encore 80% de support en euros dans vos contrats. Non, sur la place. Sur la place, d'accord. Pas Pas chez vous, d'accord. D'ailleurs, ne tweetez pas quelque chose de faux. Hein. D'accord, autant pour moi. Par contre, vous êtes quand même sur une population qui est plutôt haut de gamme, plutôt wealthy. Quelles sont les pistes que vous envisagez pour, même si ce n'est pas 80%, c'est moins, pour
progressivement faire passer les gens sur d'autres types de classes d'actifs? Est-ce que vous allez privilégier, je sais pas, la gestion pilotée, les actifs réels ou alternatifs? Quelle est votre politique? Alors, en effet, on a depuis longtemps travaillé sur la diversification chez AXA, particulièrement dans le wealth, mais aussi sur la clientèle affluente, puisqu'en fait, on a aujourd'hui un taux d'UC souvent bien supérieur de 6 à 7 points par rapport à nos concurrents, et on a un stock qui évolue régulièrement. Ça nécessite 2 actions très fortes. Alors, comme en général, on n'est pas beaucoup d'accord avec Jean-Luc, je vais quand même préciser que tout à l'heure, je disais risque averse pour les clients, mais je suis d'accord avec toi, les clients n'aiment pas la volatilité. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel à comprendre aujourd'hui. Les clients, mais les conseillers non plus, n'aiment pas la volatilité. Et aujourd'hui, nous, la première action qu'on a faite pour augmenter cette diversification, ça a été de former nos conseillers et de surformer nos conseillers à cette capacité à mieux comprendre eux-mêmes le risque, à assumer de vivre ces périodes de volatilité et à être capable de les expliquer à ce fameux client qui, tu disais, n'aime pas ne pas comprendre. Donc ça a été une première action, c'est beaucoup de pédagogie. Il ne faut pas sous-estimer cette partie-là quand on parle de notre métier. Et la première pédagogie à faire, elle est sur nos conseillers. Sur les conseillers, je sais que tu utilises nos outils, donc est-ce que tu penses que justement le côté didactique, le côté je te montre de manière très transparente ce qu'il y a, vous aide au quotidien? Oui, alors évidemment, ça va être la petite page de publicité, mais oui, on utilise Cantalis depuis plusieurs années, qu'on a mis à disposition de nos conseillers, et finalement qui ont trouvé au travers de ce support une capacité à mieux expliquer aux clients la façon dont évoluaient les classes d'actifs. Et donc on a augmenté notre taux d'UC de 10% quasiment depuis 5 ans, grâce à des outils qu'on a dédiés aux conseillers et grâce à cette pédagogie. Et donc voilà, Cantalis, donc c'est sincère, c'est pas pour ça qu'il m'a invité, je vous rassure. Hein. Mais donc vraiment, on a vu à quel point en fait finalement nos conseillers étaient en difficulté pour expliquer aux clients et qu'en plus les clients n'aimaient pas la volatilité. Et le deuxième point qu'on a fortement développé chez AXA et qui, je pense, doit continuer à se développer, c'est qu'effectivement, c'est dingue de se dire ça dans le Palais Brognard, hein, qui est le temple de la cotation, mais les Échos titraient il n'y a pas très longtemps « La cote n'a plus la cote ». Pardon, messieurs, mesdames, les sociétés de gestion dans cette salle, mais c'est vrai qu'on voit effectivement... et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur l'immobilier. Hein. Aujourd'hui, vous regardez la collecte en immobilier, elle est délirante, que ce soit en compte titre ou que ce soit au sein des contrats d'assurance vie d'autres acteurs, parce qu'AXA n'a pas malheureusement des CPI dans ses contrats. Et en fait, ça nécessite de la part de l'assureur d'avoir énormément d'innovation, produits et de réflexion autour de qu'est-ce que je donne en substitution du fonds euro. Et donc là, il va y avoir plusieurs choses. Pour le long terme, ça va être le private equity qu'on a développé et qu'on développe encore beaucoup, suite notamment aux derniers amendements de la loi Pacte. Ça a été la gestion pilotée pour des gens qui n'étaient pas suffisamment à l'aise dans l'allocation d'actifs. Ça a été les produits structurés, mais ça a été plus récemment la création d'un fonds monétaire non chargé pour créer le support d'attente. Parce qu'on parle du long terme, mais en fait aujourd'hui, le vrai sujet, c'est qu'il y a des clients, des conseillers qui utilisent le fonds euro comme support d'attente. C'est-à-dire, j'ai bien performé cette année, j'arbitre, et du coup, je me mets en sécuritaire sur le fonds euro. Et ça, effectivement, nous, on ne peut pas... si on se dit qu'on veut protéger le fonds euro, on ne peut pas accepter des flux qui viennent pour 6 mois et qui nous obligent à acheter à des taux dont vous parliez, Olivier. D'ailleurs, Olivier, vous vouliez réagir? Oui, moi, j'ai été très intéressé par ce que tu évoquais sur l'aversion pour le côté. Qu'on voit aussi beaucoup se développer chez les investisseurs institutionnels parce que la volatilité que redoute l'investisseur particulier, elle se trouve aussi dans la comptabilité et dans la situation prudentielle des investisseurs institutionnels. Donc on retrouve cette espèce de crainte finalement de la cotation qui comporte, il faut bien se le dire aussi, une part un peu paradoxale, hein, puisque la cotation, c'est aussi beaucoup d'avantages de transparence, de liquidité, d'information, qui sont quand même des qualités par rapport à un marché d'actifs non cotés. Et donc on voit ici ou là se développer aussi des biais en faveur du non coté et en défaveur du coté, et quelquefois sur des sous-jacents très similaires. Ce qui explique d'ailleurs des mouvements de retrait de cote de certaines valeurs pour passer de public to private,
pour employer le jargon. Et il faut être attentif, je pense, à un biais qui est peut-être en train de se développer, qui peut se traduire en termes de valorisation. On peut avoir des fonds de private equity qui achètent des sociétés plus chères, sensiblement plus chères que ce que le marché ne leur donnerait. Et donc ça pose de vraies questions. Et nous pensons que le marché coté recèle beaucoup de très belles sociétés qui sont très intéressantes à détenir dans l'optique de long terme qui était évoquée. Et quand on fait ça, on constitue des réserves de plus-value sur des belles sociétés dans la durée. Et finalement, on s'éloigne des prix de revient. Et la volatilité devient un problème un peu moins aigu dès lors qu'on crée comme ça des poches de plus-value qui, en tout cas pour un investisseur institutionnel, éloignent les risques de provisionnement ou de pertes comptables. Voilà. Merci. Jean-Luc, je te laisse la parole, mais il était intéressant que tout à l'heure dans ton intervention, tu parlais aussi de la réglementation, parce que c'est un biais auquel on est forcément confronté quand on est dans nos métiers, dans vos métiers de distribution, plus exactement. Toi, ton point de vue par rapport aux évolutions du monde des CGP? Je te remercie, Jean-Paul, de me faire parler de réglementation, sujet particulièrement agréable et réjouissant. La réglementation est nécessaire parce qu'on passe d'un métier qui est un métier un peu désordonné à un métier qui est aujourd'hui organisé chez nous et qui acquiert ses lettres de noblesse. Et je crois que ça doit s'accompagner aussi d'une certaine organisation dans ce métier-là. On passe aussi d'un monde où on était à 80% de fonds euros. Donc la réglementation, quand on a 80% de fonds euros dans un portefeuille, elle n'est pas tellement importante parce que le risque client et ce que le client achète, entre guillemets, on s'en moque un petit peu et le conseil à apporter là-dessus, il est relativement restreint dans le cadre du suivi. On fait de plus en plus d'UC, on fait de plus en plus d'unités de compte, de produits qui vont varier. Donc ça veut dire que le conseil qui va devoir être apporté de façon beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus régulière et beaucoup plus technique. D'où l'utilisation des outils, j'y résiste pas moi non plus de faire un peu de publicité, d'où l'utilisation des outils Cantalis dans le cadre de ces constructions et de cette explication pédagogique à nos clients. Mais là où je voudrais revenir sur la réglementation, il y en a une qui nous sert énormément aujourd'hui, c'est la loi Pacte. La loi Pacte aujourd'hui qui a été promulguée est quelque chose qui, pour moi, va apporter une ouverture dans le conseil, dans la gestion de nos clients qui est relativement importante, à deux niveaux. Premier niveau, on oublie souvent d'en parler, mais la loi Pacte a demandé aux compagnies d'assurance d'accepter le transfert des contrats intra-compagnie. Ça n'a l'air de rien, mais Corinne le disait tout à l'heure, un client, il est investi dans un contrat d'assurance en moyenne pour 18 ans. Ça veut dire qu'on a des clients qui ont souscrit il y a 18 ans un contrat d'assurance. Ce contrat d'assurance souscrit il y a 18 ans n'avait pas les qualités techniques que les contrats d'assurance aujourd'hui peuvent proposer. Et ça, c'est essentiel parce qu'on se retrouve avec des anciens clients qui sont bloqués dans des contrats qui n'ont pas évolué, sur lesquels on a 3, 4 ou 5 supports, sur lesquels on met 1 mois pour arbitrer d'un fonds à un autre et sur lesquels on met 6 mois pour faire agréer un fonds par la compagnie d'assurance. Ou jamais. Donc, cette première notion de transfert de contrat intercompagnie est pour nous quelque chose d'essentiel parce que ça va nous permettre d'accompagner nos clients dans l'utilisation de nouveaux contrats qui vont pouvoir développer de nouvelles allocations d'actifs. Sans ça, ça ne sert à rien de parler de capital investissement, ça ne sert à rien de parler de produits structurés, ça ne sert à rien de parler de tous les produits qu'on va pouvoir imaginer. De toute façon, ils ne sont pas référencés et les contrats ne le permettent pas. Donc, la discussion est close immédiatement. Donc, cette première notion-là est importante et moi, je veux vraiment le rappeler à l'ensemble de la place au niveau des assureurs, travailler là-dessus parce que notre demande va être vraiment prégnante dans quelques temps sur ces domaines-là. Deuxième partie, c'est la notion de diversification. Cette notion de diversification aujourd'hui est l'utilité de la loi Pacte, mais tout simplement va permettre aux assureurs français
d'accepter les diversifications qu'on réalisait déjà dans nos allocations d'actifs avec les assureurs luxembourgeois. Et donc de remettre l'assureur français sur un pied d'égalité avec l'assureur luxembourgeois. On parle souvent du Luxembourg pour la notion de triptyque de sécurité, etc. Ok, c'est vrai. Mais la vraie utilité d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est que l'assureur luxembourgeois laissait la latitude de construire l'allocation d'actifs qui correspondait et que le client souhaitait avoir, alors qu'on ne pouvait pas le réaliser sur un contrat français. Et ça, c'est une notion qui est une notion importante. Donc, bien sûr, et moi, au-delà de parler de private equity, je parlerai plus de capital investissement, parce que le private equity, pour moi, est quelque chose d'assez réducteur, parce qu'on se limite à l'action. Dans les aspects du non-coté, il y a autre chose que l'utilisation de l'action qui peut être réalisée. Donc, j'élargirai à une notion plutôt de capital investissement ou de produits non-cotés. Il y a les produits structurés qui sont à utiliser. Il y a les OPC classique avec la gestion cotée qui est aussi à utiliser, mais cette loi Pacte va nous permettre d'ouvrir les possibilités de gestion à l'intérieur de nos contrats d'assurance. Donc ça, c'est essentiel. Très bien, merci. Alain, par rapport à toutes ces évolutions, alors là, on a parlé vraiment plutôt de la distribution, maintenant, on va parler plutôt de l'asset management. Vous voyez... Alors, je crois que vous êtes plutôt spécialisé dans le monde des actions, en l'occurrence, mais vous voyez comment le rapport entre actions, titre vif, et obligations, quelle flexibilité, quel passage? Comment tout ça va changer? Moi, j'ai l'impression qu'on va vraiment connaître une énorme transformation sur les marchés financiers. Je pense qu'on va avoir une très très forte évolution et je pense que c'est un sujet qui est déjà là. Hein. Sur les obligues, on en parlait tout à l'heure. On le voit quand on fait beaucoup de mesures, quand on fait des constructions de portefeuille aujourd'hui sur un portefeuille obligataire. C'est très difficile de donner un sens à ce qu'on fait, puisqu'en fait, on est écrabouillé par la liquidité qui s'est déversée sur ces marchés depuis maintenant 4-5 ans en masse. Quoi. Donc ça fausse complètement les raisonnements. Et je pense que cette problématique de raisonnement qui doit changer va être complètement là. C'est-à-dire qu'on évoquait les passerelles entre le capital investissement, l'action cotée. En fait, je pense que... Et c'est vraiment très important pour nous, et c'est vraiment quelque chose qu'on pousse vraiment, c'est donc déjà l'approche extra-financière, ça fait déjà un moment qu'on est dans cette approche-là, ça crée de la valeur, pour nous c'est plus un débat, et puis la problématique climatique, parce qu'on va se retrouver avec un problème où, et c'est ce dont on se rend compte maintenant, c'est que les interconnexions sont colossales, c'est-à-dire qu'en fait on peut plus se dire je fais de l'investissement là, et puis je suis tranquille dans mon coin. C'est-à-dire que même le contrat en euros, qui est un des investissements les plus sûrs, il est plus sûr jusqu'à un certain point. Ça dépend de ce que vous avez dans vos investissements. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, tout va être mis en cause comme ça, parce que le monde lui-même est un peu poussé à une remise en cause qui va être très importante. Et encore une fois, 2020, ça va être intéressant à vivre sur ce plan-là. Les marchés vont être coincés et ça va être quelque chose qui va être comme ça pendant plusieurs années, surtout si notre ami Donald Trump est réélu. On est coincé d'un côté entre Donald Trump et ses amis, et de l'autre côté entre extinction, rébellion. Quoi. Donc on va être quand même dans cette problématique-là. Et nous, on doit faire de l'investissement dans ce contexte. On doit gérer le capital de nos clients, déjà faire en sorte que les risques qu'on prend ne soient pas trop importants, les guider. C'est-à-dire que je reprends l'idée de pédagogie, les guider dans ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des risques physiques, il y a des risques financiers dans les portefeuilles, il y a des risques de se retrouver avec des actifs qui vont s'arrêter. C'est-à-dire que ce matin, il y avait un article, c'est le transport maritime qui veut être carbone neutre en 2030. C'est 10 ans. En fait, quand on réfléchit 2 secondes, c'est mécaniquement impossible. Mais il y a dans ces entreprises-là, il y en a qui vont y arriver. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont continuer à aller à la pompe dans des ports à droite à gauche, qui vont être des ports déclassés, avec des bateaux déclassés, qui seront plus utilisés pour le transport, parce que les gens qui feront les transports avec ces bateaux-là n'iront plus dessus. Donc on va se retrouver comme ça avec une vraie problématique de discrimination très forte à porter dans les actifs. Donc
Je dirais que je vais un peu devant là, par rapport à la question d'après, c'est quelles sont votre allocation. Je dirais qu'il y a l'allocation classique, et nous on fait ça, je veux dire, pour expliquer à nos clients, on est bien obligé de donner des curseurs actions taux, mais de plus en plus on a une approche en volume avec les problématiques extra-financières qui intègrent le climat bien évidemment, pour analyser comment le portefeuille va se comporter quand les températures vont monter, quand le niveau de la mer va monter. Parce qu'il y a une vision idyllique de la hausse du niveau de la mer, c'est de se dire, bon, ça va monter de 40 cm, c'est pas très grave, 40 cm, la maison à Cap-Ferret, on va la mettre sur pilotis, puis c'est pas très grave. Mais c'est pas simplement comme ça que ça va se passer. Ça monte de 15 mètres, ça balaye tout, et puis on recommence. Il y a à peu près, il y a des zones en Asie où 30 à 40% du PIB, il est à 2 km des côtes. Donc vous ne raisonnez plus dans les chaînes d'approvisionnement comme vous raisonniez avant. Donc la problématique d'allocation, de diversification, elle est à prendre avec des pincettes. Et puis après, on rajoute une autre problématique qui est la qualité des données dont on dispose pour évaluer tout ça. Et on voit que les choses évoluent progressivement, ça va de mieux en mieux. On se retrouve sur le climat comme on était sur le ESG il y a 5-6 ans. C'est-à-dire qu'en fait, un recul assez faible par rapport aux données, on perçoit quelque chose, mais on a du mal à se dire, on prend les émissions carbone de n'importe quelle entreprise, elles sont contestées, c'est-à-dire qu'ils publient quelque chose et le lendemain, il y a une ONG ou un investisseur qui dit quand on regarde, c'est pas possible ces chiffres-là. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir des mesures, des scénarios, et là, c'est ce qu'on est en train d'affiner pour demain, pour les années qui viennent, pour justement pouvoir faire des investissements au-delà de la problématique simple d'allocation, qui est évidemment, pour raisonner, quand on regarde les problématiques réglementaires, on est bien obligé de donner un niveau de risque au client, mais le niveau de risque, il faut l'interpréter, c'est assez complexe. Et il y a cette problématique de courbe d'expérience qui va arriver pleinement parce que il faut le mesurer, être en permanence sur les données qui sont diffusées pour pouvoir essayer de les analyser, comparer et puis prendre des positions. C'est une décennie qui va être extrêmement complexe mais passionnante parce que là on peut présenter la version noire des choses en se disant il y a du risque partout, il ne faut rien faire. Mais ne rien faire, c'est vous faites quoi avec votre argent? Vous achetez de l'immobilier, mais ça veut dire quoi acheter de l'immobilier aujourd'hui aussi? Enfin, on peut raisonner tout comme ça. Donc il va y avoir un énorme transfert. Si on raisonne à 2030-2050, le logement, on ne se déplacera plus comme on se déplace aujourd'hui, on ne se logera plus et on ne se nourrira plus pareil. Donc il va y avoir cette rotation qui va arriver, ça va être très sympathique. Parfait. Encore plein de choses à analyser pour Cantalis dans le futur, plein de données à récupérer. Et voilà. Un petit mot de conclusion, je voulais juste vous poser une question très simple en 1 minute chacun. Votre vision en termes d'allocation à moyen-long terme et ou éventuellement, si vous voulez, pour le 2020. Avant, si vous permettez, 2 petites réflexions sur le thème réglementation qui a été évoqué. Premièrement, en ce qui concerne les épargnants, je crois qu'il faut bien voir l'impact potentiel de la combinaison loi Pacte plus réforme des retraites. Au-delà des turbulences actuelles, si on combine les 2 textes, on a quand même un dispositif dans lequel le régime par répartition ne couvrira plus les hauts salaires. Il faut dire les choses comme elles sont, puisqu'on voit bien des plafonds très très abaissés, et à côté des opportunités avec le PER et la sortie en capital. Donc la combinaison des 2 textes crée quelque chose d'assez nouveau dans le paysage de l'épargne en France. Ça, c'est la première remarque sur la réglementation. La deuxième, et je pense que sur ma gauche, on partagera ce point, c'est que Solvabilité 2 est quand même en train de montrer, si ce n'est ses limites, du moins ses aberrations, puisque le contexte de taux très très bas a un effet direct et immédiat sur la solvabilité des compagnies d'assurance, détériore la solvabilité des compagnies d'assurance, même avant qu'il y ait eu la moindre conséquence sur leurs résultats. Donc on est en présence de compagnies qui sortent de bons résultats, qui préservent leur marge en dépit du niveau des taux et qui voient le calcul de leur solvabilité se dégrader du simple fait de l'évolution des conditions de marché. Et là où le système devient vraiment bizarre, c'est que pour répondre à cette dégradation de la solvabilité, la réponse la plus simple, la plus aisée, c'est de réduire les allocations en actifs risqués. Et donc, vous voyez qu'on a un système qui peut conduire assez étrangement à ce que la baisse des taux d'intérêt pousse
à acheter plus d'obligations et à vendre des actifs risqués. Donc voilà, il y a de bonnes réglementations, et puis il y en a aussi qui conduisent à des effets assez bizarres. Sur les aspects d'allocation, j'évoquais tout à l'heure le fait que nous avons et que nous maintenons une allocation action importante. Je disais à environ 25% de nos portefeuilles de placement. C'est une optique long terme, essentiellement en actions européennes, avec une diversification plus marginale Amérique, Asie et émergents. C'est une détention longue dans laquelle on accumule des plus-values, on les réalise très progressivement et en fait on cherche à constituer une sorte de revenu régulier, constituer des dividendes et d'un certain volant de plus-value réalisée compatible avec la reconstitution de la richesse. Donc c'est une gestion comme ça à horizon très long et qui fonctionne bien parce que finalement les plus-values latentes protègent les portefeuilles de la volatilité des marchés et un portefeuille d'actions bien diversifié est probablement aujourd'hui le principal moteur de dégagement de revenus. Je crois que c'est un changement de paradigme qui est un peu troublant pour nous tous, mais l'income, ça vient en grande partie aujourd'hui des actions, et en tout cas pas de positions longues en obligations d'État. L'autre tendance en termes d'allocation, c'est que nous renforçons progressivement nos expositions aux classes d'actifs non cotées, l'immobilier, qui fait à peu près 5% de nos portefeuilles de placement. On a beaucoup d'opérations de développement, parce que là, on a des sources de création de valeur indépendantes de l'évolution du marché et du resserrement additionnel ou pas des taux de capitalisation des loyers, parce qu'on est quand même à des niveaux historiquement bas, mais il y a des sources de création de valeur sur des actifs qu'on développe, qu'on transforme, qu'on valorise. Et ça, c'est une source de valeur assez bien décorrélée du marché et des taux. Et puis, nous poursuivons également le renforcement de nos investissements en infrastructure, en private equity et en dette non cotée, sur laquelle il y a des primes d'illiquidité que des bilans très long terme peuvent aller chercher sans beaucoup d'inconvénients. Comme je l'indiquais tout à l'heure, très peu d'achats de taux fixes dans les conditions actuelles, dans une optique de portage, du crédit plutôt à taux variable. Voilà en gros les lignes actuelles de notre allocation. Alors moi, j'ai plein de choses à dire, mais en fait, on n'a plus assez de temps. Vas-y. Non, mais, donc je vais répondre à ta question d'abord, et puis à la rigueur, je crois qu'il y a du temps pour les questions. Oui, mais à la limite, on peut même faire sauter les questions. Non, c'est très bien les questions. Je ne vais pas vous parler de l'allocation du fonds euro, parce que ça ressemblerait un peu à ce que tu viens de dire. Mais effectivement, on cherche du revenu sur le fonds euro, et donc on va privilégier des actifs très longs. On va aussi aller vers des classes d'illiquides, et notamment des infrastructures, de très belles infrastructures. Mais il ne faut pas oublier que le fonds euro, lui, il a la chance d'être en dehors du mark-to-market, et donc forcément ça permet d'avoir un peu de sérénité dans la gestion ALM de son portefeuille, ce qui n'est pas la réalité de nos clients. Donc après, c'est une question piège à chaque fois: quelle est votre allocation? Si moi je prends ma casquette gestion privée avec les conseillers, les 60 conseillers que j'ai sur le terrain, eh bien, on n'a pas d'allocation aujourd'hui cible. En tout cas, je serais bien incapable de te dire voilà l'allocation. On a autant d'allocations différentes que de clients différents et que de projets de clients différents. Et je crois que c'est ça qui change aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrive à parler de projets, d'horizon de temps, et c'est vraiment ce sujet-là. Et je trouve que dans la loi Pacte, il y a quelque chose qui est peut-être passé inaperçu, mais c'est la première fois qu'un gouvernement a inscrit dans le dur que l'allocation pour le PER, pour quelqu'un de prudent, pouvait monter jusqu'à 70% du C. C'est un énorme step pour nous, conseillers, de commencer à reconnaître que quand on parle de risque, on doit intégrer la durée d'investissement et que de facto, on n'est pas en défaut de conseil si on conseille à quelqu'un de prudent d'investir à 70% du C s'il a 20 ans d'investissement devant lui. Ça n'est que pour le PER. Je ne désespère pas des discussions qu'on a avec le Trésor pour lui faire passer ça dans l'assurance vie. Je pense que si on s'y met tous ensemble, surtout avec mon voisin de gauche, on pourrait peut-être y arriver. En tout état de cause, c'est une vraie progression pour nous tous. Merci. Alors, moi, je suis CIF, je ne suis pas société de gestion. Donc, normalement et réglementairement, je n'ai absolument pas le droit de parler d'une allocation d'actifs. Tu peux donner les orientations. Mais dans le cadre du conseil qu'on serait amené à donner à nos clients, on a une pondération aujourd'hui qui est essentiellement action sur l'ensemble de nos portefeuilles clients. Pourquoi? Parce que, le marché obligataire est peu rémunérateur, mais c'est surtout que nos clients aujourd'hui ont beaucoup de
difficulté à comprendre le fonctionnement du marché obligataire qui est quand même beaucoup plus complexe que le fonctionnement d'un marché action. Donc on est très fortement pondéré action, avec une diversification qui va être des produits structurés que moi je classe dans la partie action, c'est quand même des produits qui bougent pas mal. Donc produits structurés, OPC classique sur la gestion cotée et derrière beaucoup de capital investissement. Le capital investissement aujourd'hui représente à peu près 30% du montant de nos allocations d'actifs. Donc c'est un volume qui est relativement conséquent. Ça sous-entend derrière que pour arriver à des allocations d'actifs qui sont fortement pondérées à action, on a besoin de deux outils. Un outil de couverture ponctuelle de portefeuille. Pourquoi ? Parce que nos clients qui ont quand même des horizons de gestion longs peuvent avoir de temps en temps un potentiel besoin de liquidité qui n'est pas forcément avéré. Et là, c'est intéressant de pouvoir couvrir ponctuellement une partie du portefeuille pour dire si ce besoin de liquidité arrive, eh bien, vous aurez la possibilité de récupérer l'argent sans subir de pertes. Deuxième partie dont on a besoin, c'est d'une vraie alliance aujourd'hui sur la gestion de ce que je dirais l'actif et le passif de nos clients et la possibilité de pouvoir lever des lignes de crédit pour pouvoir répondre à un besoin de liquidité complémentaire. Avec ces deux outils-là, systématiquement, on aura un horizon de gestion qui sera très long au niveau de nos clients et permettant de développer une gestion qui sera une gestion essentiellement action. Après, j'aimerais apporter une réserve. Ce que je me rends compte, moi, aujourd'hui, c'est que la volatilité des marchés et des actions sur ces dernières années conduit de temps en temps à une certaine aberration et à un rejet systématique du produit coté. Et c'est un peu dangereux parce qu'on voit des flux énormes qui se dirigent vers l'immobilier, on voit des flux énormes qui se dirigent vers le capital investissement, pas parce que les gens ont envie de faire de l'immobilier ou ont envie de faire du capital investissement, c'est parce qu'ils rejettent la volatilité non comprise au niveau des marchés. Et ça, il faut faire attention parce que quand on est sur un phénomène de rejet, on est plus sur une action défensive et ce n'est jamais sur des actions défensives qu'on a réussi à drainer et à valoriser de l'épargne. Ça revient un peu à ce que disait Olivier au tout début de son intervention sur les comptes à terme qui n'avaient jamais été aussi remplis. Alain, un mot de conclusion. Alors, donc notre allocation, nous, on a réduit le risque, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tactique, mais on a réduit le risque des portefeuilles. Là où on était à 100 investis avec des limites à 100, on est plutôt en train de descendre gentiment vers 80. Donc, c'est valable pour tous nos investissements, actions, crédits, high yield, diversification. On réduit ce risque. Alors c'est tactique, on n'est pas structurellement très négatif parce qu'on a un raisonnement simple, c'est don't fight the Fed, c'est-à-dire vous ne mettez pas en face des liquidités qui arrivent de la Fed. Et je pense qu'on va arriver dans une période où il va falloir aussi se dire don't fight the Green Deal. C'est-à-dire que les Européens ont commencé à injecter énormément d'argent, enfin ils ont promis ça, c'est encore un peu fumeux, on ne sait pas encore exactement ce que ça va faire. Mais c'est cet argent-là qu'il va falloir tracer en fait. C'est-à-dire qu'il va se retrouver dans du non-coté, il va se retrouver dans de l'immobilier, il va se retrouver dans de l'investissement en entreprise. Enfin, il va être multi-critères. Et je pense que cet argent-là, il a deux vertus. C'est-à-dire qu'il remet de la liquidité au bon endroit. Donc espérons que ça soit vraiment effectivement le bon endroit. Il relance l'activité dans des zones qui sont un peu en bout de course. On voit bien, depuis, on l'évoquait tout à l'heure, on est avec des croissances qui sont là maintenant depuis un petit peu de temps, mais sur des niveaux qui commencent à patiner. Et les endroits où il y a beaucoup de croissance, il y a des déséquilibres de dettes qui se sont créés assez importants. Donc, pondéré de ça, on peut regarder la Chine, on peut regarder les États-Unis, l'Europe, pondéré de la dette qu'ils ont, je pense qu'on est sur des niveaux de croissance qui sont un peu les mêmes. Et donc tout le monde est en train, enfin tous les gouvernements et qui ont un problème social à régler, tous quasiment, réinjectent de cette manière-là, puisque les banques centrales ne suffisent pas pour réinjecter. Les États essayent d'aller un peu plus loin. Même les Chinois vont faire ça. Alors eux, ils ne sont pas trop sur le S et le G, mais ils sont plutôt sur le E. Le S et le G en Chine, on va dire que c'est discutable. Mais donc c'est cet argent-là qu'il va falloir tracer. Et c'est un argent qui va être investi pour très très long terme. Alors on me coupe le micro, c'est que j'ai trop parlé, j'arrête.
En tout cas, merci. Il y avait une série de questions-réponses, mais on a dépassé le temps. Donc, en tout cas, merci à tous de votre gentillesse et de votre expertise.